bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Donc, nous avons aujourd'hui notre cinquième webinaire avec EDF sur le thème « Quelles évolutions de notre appareil de défense face à la menace des conflits de haute intensité ?» Comme vous le savez, ce webinaire était prévu une sorte d'apéritif de notre conférence annuelle qui était prévue demain sur ce sujet. Le parterre était important, nous avions 600 inscrits. Malheureusement, pour des contraintes indépendantes de volonté et pour savoir un panel en mesure de répondre à ces questions, nous avons dû reporter malheureusement cette conférence. Nous ne manquons pas de vous donner la date dès que possible. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Nicolas Vavrez. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, vous êtes associé du cabinet Auguste de Bouzy, vous écrivez dans de nombreux magazines, j'ai encore lu votre article hier dans le Figaro, vous êtes membre du comité de direction de la revue Commentaire, mais aujourd'hui surtout, vous êtes le co-auteur avec Bernard Cazeneuve d'un rapport de l'Institut Montaigne en 2021, Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle et actualisé en juillet dernier à la suite du conflit en Ukraine, par une note défense française, ajuster nos efforts. Vous serez accompagné par Julien Maïda, titulaire adjoint de la chaire économie de défense, qui a récemment publié plusieurs notes sur ce sujet, parmi lesquelles budget de défense, quelles évolutions, et c'est en anglais, je le traduis rapidement en français, les déterminants de la dépense de défense, le rôle des facteurs stratégiques en France. Après, comme d'habitude, une trentaine de minutes d'intervention de nos invités. Nous aurons une séance de questions-réponses. Merci de les préparer. Je les souhaite très nombreuses et très riches parce que c'est, je pense, une partie très importante. Tout d'abord, M. Vavrez, pouvez-vous nous rappeler les transformations principales de l'environnement stratégique international que nous avons connu depuis la fin de la guerre froide et qui vont après évoluer évidemment vers ce que nous allons connaître bientôt? Quelles transformations principales? Alors, c'est vrai qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, on a vécu un moment où on a considéré que la paix était acquise et que la guerre était impossible. Il y a bien sûr eu beaucoup de crises et de chocs. Il y a eu les attentats de 2001, ensuite ce cycle de guerres qui ont été des guerres enlisées et perdues en Afghanistan, en Irak, en Syrie, mais les démocraties ont continué à penser qu'elles n'étaient plus confrontées à un péril existentiel et elles ont massivement désarmé. Et ça a été vrai aussi de la France, puisque en termes réels, le budget militaire a été réduit de 20% jusqu'en 2015, entre les années 90 et 2015, et que ça a été un peu la variable d'ajustement. C'est le seul poste sur lequel il y a eu de vraies économies budgétaires en France, notamment pour qualifier le pays pour le passage à l'euro. Là où le monde a vraiment changé, et il a évidemment, et donc en fait, on avait taillé un outil militaire pour continuer à faire de la dissuasion, qui était la garantie, la réassurance ultime, et puis faire de la projection. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le monde a complètement changé, avec le retour de puissances qui sont agressives et la montée d'une confrontation entre les empires autoritaires et puis les démocraties. Et l'année 2022 a évidemment cristallisé ces évolutions avec la guerre en Ukraine. Donc la caractéristique présente, c'est qu'il faut toujours faire attention au court-termisme, c'est-à-dire que la menace djihadiste, elle est toujours présente, elle n'a pas disparu, elle se renforce même, puisque avec le retrait de la France contraint la défaite stratégique au Sahel, il ne fait pas de doute qu'on va de nouveau avoir à terme la capacité d'un certain nombre de groupes djihadistes de projeter des commandos vers l'Europe, qui avaient disparu avec la défaite au Levant et puis le fait que le Sahel tenait quand même vaille que vaille. Donc, cette menace, elle est toujours là, elle est présente, mais bien sûr, la rupture, elle s'est faite avec le retour d'abord d'une menace existentielle sur la démocratie européenne, qui vient de la Russie, avec un chantage qui est un chantage nucléaire, et également avec au-delà de la guerre en Ukraine, une guerre hybride qui est menée quotidiennement sous forme de cyberattaques, sous forme de manipulation des militants, sous forme de manipulation des financements de partis extrémistes dans
dans nos démocraties, évidemment avec la guerre de l'énergie. Donc, une menace existentielle, la guerre hybride et évidemment la guerre de haute intensité. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est clairement l'adaptation non seulement de l'outil militaire, mais de la doctrine de défense française à une menace qui a complètement changé de nature. Et évidemment, c'était déjà présent, mais 2022 a été la cristallisation de ce changement de donne stratégique. Justement, à ce sujet, comment, d'après vous, les armées françaises se sont adaptées à ces transformations, notamment d'un point de vue capacitaire? En réalité, donc, quand on regarde l'évolution capacitaire, ça a été une évolution à la baisse jusqu'en 2015. À partir de 2015, et notamment avec, en fait, un espèce de faux équilibre qu'on avait cru trouver entre des suppressions de postes qui permettaient normalement de financer la modernisation des équipements. En réalité, avec les suppressions de postes, il y a eu des tensions telles que la masse des rémunérations a été quasiment stable. Et donc, l'ajustement, on a bien eu un ajustement capacitaire, mais en réalité, un ajustement capacitaire à la baisse, c'est-à-dire qu'on a gardé une armée qui était un modèle complet d'armée, mais en réduisant beaucoup les capacités en termes d'hommes et puis en nombre de matériel. Et donc, il est clair que on a eu ensuite, à partir de 2015, un début d'augmentation des budgets, mais qui ne permettent pas du tout de répondre au défi qui est le défi de la haute intensité. Il suffit de regarder la violence extrême de ce qui se passe en Ukraine. Donc, les Russes tirent 50 à 60 000 obus par jour au cœur des Ukrainiens, c'est 5 ou 6 000, et on sait tous que 5 ou 6 000 obus, c'est peu ou prou le stock de l'armée française. Donc, ça montre l'écart. Quand on regarde les pertes, 100 000 morts et blessés graves du côté russe, quand on regarde l'immensité du front, qui est 1200 à 1400 km, évidemment, tout n'est pas actif en même temps, mais c'est vrai qu'on voit très bien que les 76 canons César, par ailleurs amputés de ce qui a été transféré à l'Ukraine, c'est clairement pas à la hauteur. Donc, pour l'instant, on avait fait un peu un réajustement à la hausse, mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème d'une nature différente, c'est-à-dire, est-ce que la France décide ou non de réarmer? Si elle veut avoir une vraie politique de réarmement, c'est vrai que, et sans doute la haute intensité, ça suppose de la masse critique, du volume, des stocks de munitions, des stocks de pièces de rechange, et puis effectivement un changement de doctrine également assez profond. Il ajouterait, si vous me permettez, un outil industriel capable derrière d'entretenir. Et vous avez parfaitement parce que les stocks, par définition, ça s'use. Il faudra les renouveler. Et la montée en puissance en termes de matériel, ça suppose évidemment la montée en puissance d'un appareil de production qui n'a pas du tout été fait pour ça. Si on prend les fameux canons César, la dernière commande qui avait été passée, c'était 2011. Donc, ça veut quand même dire que, évidemment, cette entreprise a continué à travailler pour l'export, mais c'est vrai que le caractère échantillonnaire des matériels se traduit par une capacité très limitée du côté des industriels. Et que ce soit l'outil militaire ou l'industrie, il faut bien comprendre qu'on est dans du long terme. C'est-à-dire que ça n'est pas en quelques semaines ou en quelques mois qu'on peut réajuster les choses. Donc, dans ce contexte-là, donc on n'a pas une adaptation, si ce n'est dans les dernières années, à l'intervention budgétaire, mais avec des effets qui vont se révéler un peu plus tard. Compte tenu de cette menace qui est récente, qui est plus prégnante, quels moyens budgétaires, d'après vous, je sais que c'est une question sur laquelle nos autorités réfléchissent actuellement, quels moyens budgétaires devraient être alloués face à cette nouvelle menace? Alors, avant d'en venir à la question des moyens, si vous voulez, il faut toujours
poser la question de ce qu'on veut faire. Donc, évidemment, il faut tirer les enseignements qui s'est passé en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? D'abord, on veut pouvoir contrer cette menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur notre territoire et notre population. On veut effectivement, la protection du territoire avait été quand même singulièrement abandonnée dans les décennies précédentes. Et puis, on veut pouvoir contribuer activement à la défense du continent européen dans le cadre de l'OTAN et puis de ce qu'on peut espérer être la construction d'un pilier européen de défense. Donc, ensuite, avec qui est-ce qu'on souhaite le faire? Évidemment, donc l'OTAN est redevenu le cœur de la défense du continent et donc il est certain qu'il faut s'inscrire dans ce cadre, mais tout en essayant de construire ce fameux pilier européen, ce qui suppose d'éclaircir les relations avec l'Allemagne qui sont singulièrement dégradées au plan politique, au plan militaire et puis au plan industriel. Et ensuite, donc comment le faire? Je crois que c'est vraiment la clé, c'est le retour de cette capacité à faire face au combat de haute intensité. Et ça, il faut être clair, ça suppose de combler un certain nombre de lacunes criantes en matière de drones, en matière évidemment de munitions, de pièces de rechange, mais ça suppose aussi clairement une réflexion sur le volume. Et donc, pour être tout à fait clair, le débat qui est un débat central, c'est-à-dire que si on veut être cohérent avec l'idée que l'Europe est aujourd'hui de nouveau, enfin, l'Europe n'est pas encore en guerre sur l'Ukraine, mais en tout cas, elle n'est plus en paix. Si on dit qu'on veut basculer dans une économie de guerre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement très net de l'effort de défense. C'est intéressant de voir aussi les comparaisons internationales. Donc, les Allemands vont passer à 2% du PIB et ont prévu un fonds de 100 milliards d'euros. Les Britanniques ont prévu d'être à 3% du PIB en 2030. Donc, je pense que ce sont quand même des indications qui sont utiles et que, à la fois, si la France veut éviter d'être déclassée, y compris en Europe, et surtout, si elle veut répondre vraiment à ce nouveau contexte stratégique, ça suppose d'accepter sans doute de faire passer l'effort de défense d'être plus proche des 3% que des 2% à la fin de cette décennie et donc autour de 2030. Ce qui est dans le contexte actuel budgétaire qu'on connaît, ce qui suppose de s'inscrire dans un mouvement de fond, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État-providence a cannibalisé l'État régalien et l'État producteur de services. Nous sommes dans un pays où la dépense publique atteint 57% du PIB et où la santé ne marche plus, l'éducation ne marche plus, la police ne marche plus, la justice ne marche plus, les transports ne marchent plus. Il y a une vraie question. Et ça, c'est parce que la politique d'échec a effectivement, et quand on regarde le pourcentage du PIB qui est affecté aux services de base et encore plus à la défense, il est clair que sur longue période, en tout cas, c'est plutôt à la baisse. Donc, il y a un réajustement à faire qui ne peut que s'inscrire parce qu'on a une dette publique qui va dépasser 3 000 milliards d'euros. Les taux d'intérêt sont passés de 0 à 3% en un an. On a vu avec le Royaume-Uni qu'un grand pays européen peut faire face à une attaque financière majeure et être proche de sauter financièrement en quelques jours. Donc, ce sont des réalités dont il faut tenir compte. Et quand on pense qu'il y a une garantie illimitée qui nous est fournie par l'euro, c'est faux. L'Italie a montré, l'Italie, c'est comme la France, un pays systémique, l'Italie en 2011 a montré qu'un grand pays de la zone euro pouvait se retrouver, là encore, en quelques semaines, dans une situation extrêmement difficile. Donc, il est clair que ce réinvestissement dans la défense, à mon avis, il est indispensable et il ne peut se faire que s'il y a un travail important de modernisation de l'État et de réflexion sur les dépenses publiques et au-delà à l'intérieur de leur niveau qui ne peut pas augmenter,
ça suppose effectivement un travail de réorientation profonde des dépenses publiques dans notre pays. Merci beaucoup. Avant de passer des questions à Julien, donc je rappelle, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Elles me seront adressées par SMS par une équipe tout à fait brillante derrière l'écran, vous ne voyez pas. Donc, je compte sur vous. Julien, donc après ces éléments tout à fait intéressants présentés par Nicolas Mavrez, pouvez-vous nous rappeler le poids que jouent les contraintes budgétaires dans les budgets de la défense française, notamment l'aspect dette publique? Oui, alors en préambule, il me paraît important de rappeler que il y a deux façons d'envisager le budget de défense. C'est soit la valeur absolue, combien on dépense en milliards d'euros, si possible en prenant en compte l'inflation, on sait qu'elle est particulièrement importante ces dernières années. Et puis, on peut réfléchir aussi en pourcentage du PIB, puisque c'est un des objectifs, notamment de l'OTAN, en termes de valeur pour le partage du fardeau. Et donc, ces deux indicateurs, ils sont jugés complémentaires, puisque, en fait, dans cette optique-là, grâce à l'un, je vais pouvoir illustrer la situation économique d'un pays et pouvoir le positionner par rapport aux autres. Petit exemple, en 2021, les États baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, dépassaient chacun 2% du PIB dans la défense, ce que la France ne fait pas si on enlève les pensions. Mais la somme des budgets de ces trois pays représente moins de 5% du budget français. Donc, c'est pas parce qu'on respecte les 2% qu'on est forcément un pays qui est capable de faire beaucoup de choses. Et donc, il faut avoir les deux indicateurs à l'esprit. Et en fait, il y a aussi un élément qui me paraît important de rappeler, c'est que les pays qui dépensent le plus en valeur absolue, c'est aussi les pays les plus riches. Et donc, vous pouvez regarder dans l'ordre, c'est États-Unis, Chine, Inde, l'Arabie Saoudite en fonction du niveau du prix du pétrole, la Russie. C'est peu ou prou le classement des pays en fonction du PIB total. Donc, on a ici un indicateur qui est très lié au niveau de richesse, alors que si on regarde en pourcentage de PIB, l'indicateur principal, ça va plutôt être le niveau de conflictualité, la situation internationale. Et donc, si on regarde les pays qui dépensent le plus en pourcentage de PIB, il n'y a pas les pays que je viens de citer, sauf les États-Unis, mais qui sont en queue de classement. Vous allez retrouver les pays du Moyen-Orient, vous allez retrouver l'Ukraine, vous allez retrouver l'Arménie, l'Azerbaïdjan, donc des pays qui, dans l'absolu, ne dépensent pas forcément beaucoup, mais qui, en pourcentage du PIB, ont une ponction de richesse vers la défense qui est extrêmement importante. Donc, ce préambule étant fait, on peut s'intéresser à ce que dit la littérature économique sur ce sujet. Et en fait, tout l'arbitrage en fait va être autour de ces questions de nature économique. Est-ce que je suis un pays qui a les moyens de financer ma défense? Et puis, réciproquement, est-ce que je suis un pays qui fait face à des contraintes? Est-ce que j'ai des objectifs élevés en termes de politique de défense? Est-ce que j'ai des alliés sur qui je vais pouvoir partager le fardeau, par exemple, ou pas? C'est une grande question qu'on trouve au sein des pays de l'OTAN. Est-ce que je suis un pays en conflit? Et donc, tout cet environnement stratégique va avoir forcément une incidence. Donc, plus je suis menacé, plus je vais dépenser dans la défense. Et réciproquement, plus j'ai des capacités économiques pour financer la défense, plus je vais pouvoir dépenser. Et donc, partant de ce constat-là, on a fait une étude avec mon collègue Jocelyn Doroff, qui a été publiée, qu'Olivier a mentionné en préambule. C'est donc cette étude sur le rôle des contraintes stratégiques et économiques dans le cas de la France, en considérant le périmètre de la Ve République. Donc, on est parti de 1958 jusqu'à nos jours, et on a regardé le rôle qui était joué par le PIB, l'influence de l'activité économique, le rôle des facteurs stratégiques. Alors là, on a mis plein de choses qui nous permettaient d'avoir une vision très, très globale sur ce qu'est la politique de défense française, les alliés. Donc, on sait que la France a une dépense des alliés, on sait que la France a une position un peu ambiguë au sein de l'OTAN, les opérations extérieures, les conflits dans le monde, qui va être une mesure de la stabilité internationale, et la couleur politique du gouvernement. Et donc, les résultats de notre étude montrent que fondamentalement, un point qui confirme ce que Nicolas Mavrez expliquait avant, c'est le critère fondamental, celui qui va être le plus important pour expliquer l'évolution des dépenses de défense, ça va être le PIB. Ça va être notre capacité économique qui va jouer un rôle majeur dans l'évolution Pas la conflictualité, donc. Et la conflictualité va jouer un rôle, elle va être significative, elle va avoir significatif au sens statistique du terme. Donc, plus la conflictualité va être importante, plus l'instabilité internationale va être importante, plus il y aura des menaces, plus la France va y répondre en augmentant. Mais ce n'est pas le critère principal qui apparaît dans notre étude, c'est vraiment le niveau de richesse et le niveau de PIB. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important. Et si on décompose un peu l'analyse, si on essaie d'aller plus loin, on peut regarder donc sur les diapos qui vous ont été déjà partagés, l'évolution depuis 1980 du budget de défense français.
Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs périodes qui sont tout à fait intéressantes à examiner. Donc, la première période, donc la période, donc le graphique court de 1980 jusqu'en 2023. 2022-2023, ce sont des données pour lesquelles comme c'est calculé en valeur réelle, on a des doutes sur la valeur de l'inflation. A priori, on anticipe, on a des estimations, mais on n'est pas très précis. Donc, forcément, ça va prendre avec plus de pincettes sur les périodes récentes, parce qu'on a vraiment des doutes. Ce qu'on constate, c'est que 1991, c'est la continuité de ce qu'on a observé durant la guerre froide, c'est-à-dire une tendance haussière constante. En fait, il y a eu quelques inflexions. On peut penser à 1983 avec le tournant de la rigueur. On voit que la pente est déjà un petit peu moins forte. Mais globalement, on a une évolution qui est de l'ordre de à peu près 2,8% par an d'augmentation. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième aspect qui est important de regarder, c'est la décennie qui a suivi. Donc la décennie qu'on appelait les dividendes de la paix. Entre 1991 et 2001, donc le point de bascule, effectivement, c'est les attentats du 11 septembre. Et là, en fait, globalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une domination totale des contraintes économiques sur les contraintes stratégiques, en particulier parce qu'il fallait préparer l'entrée dans l'euro. Et ça a été une stratégie qui a été extrêmement coûteuse pour faire. Et donc la défense a vu son budget largement réduit avec un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de moins 2,5%. Donc on a quasiment en 10 ans de dividendes de la paix, on a quasiment fait l'inverse de ce qu'on avait fait sur les 10 années précédentes. Si on regarde la période qui suit, alors là on est sur un environnement beaucoup plus flou et les cycles se sont raccourcis. Donc on a 2002-2008, donc on a une petite hausse, mais parce que la période économique était plutôt favorable. Et il fallait financer l'Afghanistan, les opérations, remettre à jour l'appareil de défense. Donc, on a une petite augmentation du budget de défense qui est de l'ordre de 1,8% par an, structurellement inférieur à ce qu'on observait durant la guerre froide. Et puis après, on a la période qu'on appelle consolidation budgétaire, 2009-2014, où là, on a de nouveau des baisses assez significatives, qui sont de l'ordre de moins 1,2%. C'est très, très élevé. Ça suit globalement en valeur nominale, le budget n'a pas trop évolué, mais comme il y a eu de l'inflation, on s'est forcément désarmé de ce point de vue-là. Et ça, c'est le rôle très fort des contraintes stratégiques. J'en reviendrai, on verra que la France a une stratégie, au niveau international, c'est des choses qui ont été différentes par rapport à nos voisins. Et puis, 2015, c'est un point d'inflexion aussi marqué, ça a été rappelé. Donc, on a les attentats sur le territoire national, on a un contexte stratégique aussi qui est différent avec l'invasion de la Crimée en 2014. On a aussi, je pense qu'il faut le rappeler, l'action de la BCE qui a permis de desserrer les contraintes budgétaires de manière assez forte. Et donc, les budgets repartent à la hausse. On est sur un taux de croissance annuel moyen de 2%, donc ce qui est significatif, important, mais ce qui est quand même encore inférieur à ce qu'on a observé durant la guerre froide. On est sur une évolution budgétaire qui est inférieur à ce qu'on a connu durant les années 80. Et donc, en fait, quand on analyse tout ça, on voit que les contraintes budgétaires pèsent très fortement et beaucoup plus fortement dans la défense que dans les autres secteurs. C'est un travail qu'on a mené avec Jocelyn Droff dans une étude de 2014, où on avait regardé l'évolution de la conjoncture économique en fonction de l'évolution des dépenses de défense. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que globalement, les budgets de l'État sont globalement de nature restrictive, mais au sein de cette rigueur, on a des choses différentes entre la défense et le reste de restrictive, ça veut dire rigueur. Restrictive veut dire augmentant moins vite que le PIB. D'accord. Voire même négatif, en fonction des circonstances. Et donc, dans ces périodes-là, en fait, il y a assez peu de périodes d'expansion budgétaire. Les périodes d'expansion budgétaire, ça va être un petit peu dans les années 80, ça va être un petit peu au début des années 2000, et ça va être à partir de 2015, mais surtout 2018-2019. Sinon, on est sur des budgets qui sont globalement neutres, c'est-à-dire qu'ils évoluent soit au même rythme que la croissance, soit de rigueur, donc moins négatif, comme ça on a vu durant les années 90. Et donc, en fait, c'est important de rappeler ça parce que ça indique bien la dépendance très forte de la défense au budget, aux contraintes économiques. Et c'est d'autant plus marqué si on regarde la composition du budget, ce qui est sur la partie basse du graphique qui est présenté. En fait, vous avez sur la partie basse, vous avez l'évolution des dépenses de fonctionnement en orange et en gris, les dépenses d'équipement. Et donc, sur ce graphique, vous voyez que, en fait, en moyenne, la France dépense plus pour les équipements que pour le fonctionnement. Ça, c'est un premier aspect qui est important de rappeler.
mais que on voit que les évolutions ne sont pas du tout symétriques. C'est-à-dire que vous prenez la courbe des dépenses de fonctionnement, vous voyez quelque chose d'extrêmement plat, comme ça a été rappelé, en dépit de la fin de la conscription, du passage de l'armée de métier, des réductions de format en termes de postes. Entre 2009 et 2014, les armées françaises ont perdu quasiment 25% de leurs effectifs. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait remarquable, donc une constance dans l'évolution, alors que, dans le même temps, vous voyez que les dépenses d'équipement fluctuent avec la même cyclicité que les dépenses totales. Et donc là, en fait, c'est important de le rappeler, donc, on a ici une vision des budgets d'équipement qui concentre une grande partie des investissements de l'État, qui sont vus comme quelque chose qu'on peut décaler, reporter, annuler pour partie. Et donc, en fait, on a sur la période 1984-2014, donc sur une trentaine d'années, une inexécution des lois de programmation militaire qui est fondamentale, avec parfois, sur des LPM qui courent, sur 4-5 ans, il manque une année d'annuité d'équipement. Ça peut être donc un volume tout à fait important de budget. Et donc ça, c'est un point qui est aussi important de le rappeler, avec des conséquences, et somme toute importantes aussi au niveau opérationnel. Si je prends par exemple l'hélicoptère Tigre, le dernier exemplaire qui était prévu d'être livré en 2013 a été livré en 2020. Si on prend… Pour des raisons budgétaires? Pour des raisons, effectivement, on a lissé dans le temps le calendrier de livraison. L'autre façon de faire, c'est lisser, réduire la cible d'acquisition. Si vous prenez le programme FREMM, au début, on imaginait 17 frégates au début du programme, au début des années 2000. Aujourd'hui, on en a 8. Donc, on est sur avec des conséquences opérationnelles qu'on voit bien, puisque la marine est en demande de bâtiments de premier rang. Donc, les conséquences opérationnelles vont être très marquées, et ça va avoir des conséquences évidemment fortes sur qu'est-ce qu'on imagine pour la suite en termes de haute intensité. Donc, de façon synthétique, et si possible en 2 minutes, je ne sais pas si ça va être possible, au niveau international, comment se comporte-t-on, nous, la France, par rapport aux principaux acteurs? Alors, je fais passer les diapos, et logiquement, vous êtes sur la diapo qui présente l'évolution du budget depuis 1991, des budgets de 4 pays européens. J'ai pas le retour. La première slide. Alors, ces compteurs ne fonctionnent pas. Là, c'est la 3e diapo. OK. Donc là, en fait, vous avez l'évolution de 4 pays très rapidement. Donc, ils sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Donc, sur ce graphique, on voit une chose qui est tout à fait intéressante. La France est représentée en bleu. Et en fait, on voit que sur cette évolution, donc ça, j'ai utilisé les chiffres du CIPRI pour les comparaisons internationales. Ça s'arrête en 2021 parce qu'il n'y a pas les chiffres de 2022 encore disponibles. Et ce qu'on constate, c'est qu'on voit la France, en fait, on est sur… en plus, il y a l'effet d'aplatissement qui est géographique, mais on est sur une évolution qui est assez faible, en fait, compte tenu, alors, avec des évolutions qu'on a évoquées tous les deux auparavant, mais on a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que la volatilité, quelque part, la variation des dépenses françaises, elle est assez stable dans le temps, là où, par exemple, les Britanniques… En dollars. C'est exprimé en dollars constants. Dollars constants. Exactement. On voit par exemple les Britanniques qui sont sur la partie haute du graphique en gris, ils ont très fortement baissé dans les années 90, très fortement augmenté dans les 2000 pour financer les guerres en Irak et en Afghanistan, et 2009, cure d'austérité absolument dramatique, ils ont perdu un certain nombre, quasiment 15% de leur budget, ce qui est quand même assez remarquable. Les Italiens, c'est même pire que ça, on est sur quasiment une réduction d'un quart du budget. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait intéressant. On a une volatilité très, très faible de la France et contrairement aux pays européens qui, eux, vont faire varier beaucoup plus fortement à la hausse ou à la baisse leur niveau de dépense. Si on essaie de prendre une perspective plus de moyen terme en raccourcissant le trait, donc à partir de 2014, donc sur les graphiques en base de 100, qui est le graphique suivant. Donc sur ce graphique, en fait, on voit l'évolution du budget exprimé en base 100, donc ça vaut 100 en 2014, jusqu'à l'évolution actuelle. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'augmentation française, c'est à peu près 12% sur la période. Donc on a effectivement une forme de remontée en puissance, mais qui est somme toute limitée, qui est globalement dans l'étiage, sur le point d'arrivée, qui est globalement dans l'étiage des Britanniques, qui sont eux aussi aux alentours de 10%. Mais si vous prenez l'Allemagne,
qui, depuis 2014, a vu son budget augmenter de 30%. L'Italie, plus de 25%. La France est quand même se situe à un niveau qui est largement en dessous. Il partait de plus bas. Il partait de plus bas, exactement. Plus bas. Mais sur la même période, donc 2014-2021, la Lettonie et la Lituanie, pour parler des Pays-Bas, mais eux, ils ont d'autres contraintes stratégiques que la France, ils ont triplé leur budget. Alors évidemment, avec le caveat que j'évoquais au début, c'est-à-dire que même si on fait la somme des trois budgets, on est à peine à 5%. Par rapport à leur PIB, c'est un effort. Exactement. Et ils sont tous les deux, Lituanie et Lettonie, ils sont à plus de 2%. L'Estonie a augmenté de 50%, et ils sont eux aussi à 50%, au-delà de 2%. Et sur le dernier graphique, en une seconde, ce qui est intéressant Deux secondes. Merci. Donc, pour faire très court, ce qu'on voit sur ce dernier graphique, c'est un graphique de dispersion qui représente dans le temps l'évolution du pays, des dépenses en pourcentage du PIB sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, le pourcentage du budget alloué à équipements, qui est un des critères otaniens pour partager le fardeau. Et en fait, ce qui est intéressant sur ces spaghettis, plus le spaghetti est long, plus ça veut dire qu'un pays a fait des efforts pour s'améliorer en termes de répartition du partage du fardeau. Et donc, j'ai repris quelques grands pays. Donc, il faut être dans le coin supérieur droit pour être un bon pays qui respecte les critères otaniens. Donc, globalement, dans le coin supérieur droit, vous allez retrouver les Américains. C'est ce que vous voyez ici en gris. Vous avez aussi les Britanniques qui sont pas tout à fait dans le coin, mais qui sont plus au milieu, mais qui sont plutôt des bons élèves. Et en fait, le plus long des spaghettis, donc celui qui part de tout en bas et qui arrive plutôt en haut, c'est la Lituanie, où en fait, on voit ici qu'en 2014, c'est un mauvais élève de l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle ne respectait aucun des deux critères, ni dans les équipements, ni dans leur pourcentage du PIB. Et 8 ans plus tard, 8 années budgétaires plus tard, elle a réussi à faire des efforts qui sont significatifs. Alors, c'est effectivement des choix politiques. Et en fait, on voit une nouvelle fois que le cas français, on part de moins loin, mais on n'a fait pas beaucoup d'efforts. Donc, en fait, c'est révélateur aussi de cette hypothèse de ce qu'on appelle les économistes appellent l'incrémentalisme. Donc, le fait qu'on va lisser l'effort dans le temps. On part peut-être de moins loin, mais on fait moins d'efforts aussi, en définitive, malgré les chocs stratégiques. Merci beaucoup et merci pour l'effort d'avoir synthétisé une présentation tout à fait intéressante. J'attends donc toujours vos questions. J'en ai quelques-unes, évidemment. Première question pour vous, M. Bavrez. Pensez-vous que les opinions publiques françaises et européennes sont prêtes à accepter un effort d'investissement important qu'exigerait une adaptation à l'environnement international? Et que faire si ce n'est pas le cas? Je crois qu'il y a quand même un changement spectaculaire qui s'est fait autour de l'Ukraine. Quand on regarde un pays comme l'Allemagne, qui était un pays qui était vraiment acquis au pacifisme et qui avait un modèle qui était un modèle économique mercantiliste avec l'idée et qui était fondé largement sur l'accès à l'énergie russe bon marché. Tout ça a beaucoup changé. Et quand on voit non seulement les dirigeants allemands, mais la population allemande a vraiment aujourd'hui bougé. Alors, ensuite, en France, les enquêtes d'opinion sur la défense sont positives. Il est vrai qu'en France, on voit d'ailleurs aujourd'hui autour du débat sur les retraites, c'est qu'il y a un modèle qui lui aussi est insoutenable, qui est ce modèle finalement d'un pays dont la production s'étiole et où les transferts ne cessent de progresser et financés par la dette publique. Ça, c'est vrai que ça ne va plus pouvoir fonctionner dès lors que l'argent n'est plus gratuit et illimité, et notamment l'argent public. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pédagogie vis-à-vis de l'opinion. Donc, la réorientation des dépenses publiques, c'est évidemment un énorme problème politique et l'opinion française, clairement, n'y est pas préparée aujourd'hui. La difficulté, c'est que ce qu'on a vu avec le Royaume-Uni, c'est que notre pays peut vraiment aller taper le mur de la dette au cours de la décennie qui se présente là. Et donc, il y a un scénario où l'ajustement se fera par la crise, avec certainement des conséquences politiques et sociales
très forte. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait de préparation de l'opinion française. Le dernier point qui est important de dire, c'est qu'il y a aussi une évolution spectaculaire au sein de l'Union européenne elle-même. Elle a été construite après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 autour du droit et du marché et contourner les problèmes stratégiques, politiques et militaires. Aujourd'hui, très clairement, il y a une prise de conscience au sein de l'Union. Il y a une aide qui est donnée à l'Ukraine. Il y a un fonds de défense qui a été créé, même s'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais donc, il y a une prise de conscience qui se fait également au sein de l'Union européenne. D'une manière générale, ce qui a été rappelé, c'est qu'aujourd'hui, outre l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et à la Suède, en réalité, depuis 2014, la plupart des États européens ont commencé à une vraie politique de réarmement, notamment à l'est et au nord de l'Union. Ça, on l'a beaucoup négligé, sous-estimé en France. On essaie la parole à Julien sur une question. Les enquêtes d'opinion sur l'armée et la défense, je les connais aussi. Et j'ai toujours frappé pendant des années, je ne sais pas les dernières, l'avis de la population était très favorable, c'était l'administration la plus soutenue, mais c'était aussi celle quand on disait en cas d'effort national sur quel effort budgétaire à faire, dans quel domaine faudrait-il faire des efforts, la défense est toujours au numéro 1 également. Non, mais il y a effectivement cette contradiction qui est majeure. Et il va de soi qu'aujourd'hui, par ailleurs, la pression qui est bien réelle sur le pouvoir d'achat des Français ne simplifie pas la solution. Julien ? Deux petits éléments. Dans le cas de l'Allemagne, les enquêtes ont montré que la population était susceptible d'aller beaucoup plus loin, par exemple, dans le soutien à l'Ukraine, que ce que n'a fait le gouvernement. Donc, c'est bien la preuve que, en fait, on a ici des marges de progrès. Il y a une marge de progrès, mais en fait, l'opinion publique européenne a progressé vers une meilleure compréhension de ce que c'est la défense. Effectivement, on voit l'intérêt de ce que c'est d'être bien défendu, en fait, quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Et donc, il y a peut-être des réticences politiques, mais l'opinion progresse vite. Et puis, effectivement, c'est un point qui me paraît tout à fait important de rappeler dans le cas de la français. Les opinions qu'ont sur les Français sur la défense est très bonne. Je pense qu'effectivement, on n'a jamais posé la question de à quoi vous êtes prêt à renoncer en termes de services publics pour financer plus de défense. Et en fait, tout l'enjeu, il est là dans les prochaines années, puisque ça a été rappelé, on est à un niveau de dette publique qui est très élevé, même s'il n'y a pas, à court terme, il n'y a pas de menace sur l'endettement public, puisque la soutenabilité se fait, c'est plutôt dans une logique de moyen et long terme, et là, les questions se poseront différemment. Et puis, on a aussi un niveau de dépenses publiques qui est structurellement très élevé. Et donc, la question qui va se poser, c'est à quoi je suis prêt à renoncer pour financer un effort de défense plus soutenu qui nous ramènerait probablement vers quelque chose qu'on a observé durant la guerre froide ou la fin de la guerre froide. Le choix, il n'est pas tellement à faire avec les autres services publics. Le choix, il est à faire l'arbitrage avec les dépenses de transfert. Oui, tout à fait. Et ça, c'est j'allais dire, encore compliqué parce que ça touche clairement directement une partie de la population. Si on prend 1 000 euros de dépenses publiques en France, 250, presque 260, c'est les retraites. Donc, c'est déjà un quart des ressources. Après, 210 euros, c'est le secteur de la santé au sens large. Donc, on a ici, effectivement, sur la taille de l'État-providence en France, des choses gigantesques. Effectivement, ça se fait au détriment des services régaliens, où, en fait, la défense, c'est péniblement, de mémoire, sur 1 000 euros, ça va être 30 euros, ce qui est globalement la même dépense que sécurité intérieure et justice. Et c'est, si on prend le secteur de l'éducation, c'est 90 euros. Donc, en fait, ce qui contribue à l'État, disons au sens large, en fait, c'est tout petit par rapport à la taille de notre État-providence. Alors, une question qui reprend un peu ces éléments. Ne pensez-vous pas que le problème majeur, ce n'est pas la problématique industrielle de fournir les matériels pour passer à une guerre de haute intensité, et c'est plutôt l'allergie des populations, non pas là la question, non pas aux aspects budgétaires, mais à envisager toute idée de guerre. Parce que le refus de la guerre
reste quelque chose dans les opinions européennes, marqué notamment par l'Allemagne. Budgétairement, ils sont peut-être prêts, mais est-ce qu'ils sont prêts militairement sur la guerre? Et en France, pensez-vous que les populations sont, en France et donc en Europe, sont ouvertes, c'est pas le terme, sont prêtes à accepter la guerre? Je crois que tout dépend d'abord de quelle guerre parle-t-on. Pour la France, comme pour le Royaume-Uni, c'est un des atouts de notre pays, c'est qu'il y a une armée qui a toujours été en opération. Et donc, avec les opérations, il y a eu quand même il y a des pertes qui sont... Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Sahel, où on a perdu presque 60 hommes, et en Afghanistan aussi. Alors, simplement, ces pertes n'ont effectivement rien à voir avec ce qu'on peut voir en Ukraine et avec ce que serait une guerre de haute intensité. On n'est pas du tout à la même échelle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en France comme au Royaume-Uni, l'opinion a accepté les risques qui allaient avec les engagements de nos... Si vous permettez, ces deux pays disposent de la dissuasion. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais vu des populations qui ont une sorte de sécurité potentiellement. Absolument, mais la dissuasion, j'allais dire, d'abord, ça reste, c'est assez abstrait pour une partie importante de la population. Et puis la dissuasion, par principe, il n'y a pas de perte opérationnelle tant qu'on n'utilise pas tant qu'on ne la met pas, en jeu, et le but, c'est qu'elle fonctionne. Voilà. Alors que, évidemment, les engagements dans les opérations extérieures, ça. Donc, et ça, c'est beaucoup plus compréhensible par la population que la mise en œuvre de la dissuasion. Mais ce qui est vrai, c'est que le pays qui est le plus intéressant par son évolution, c'est évidemment l'Allemagne, qui était un pays profondément pacifiste. Alors, il y a eu quelques engagements des armées allemandes, mais qui étaient plutôt généralement dans du soutien. Il y a eu quelques pertes, mais très limitées. Et je pense qu'il y a un vrai changement aujourd'hui dans l'opinion allemande, assurément. Mais, je le redis, en dehors de l'Ukraine, aucun de nos pays n'a été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale à une guerre de haute intensité avec le niveau de pertes humaines, matérielles, et puis des pertes y compris sur les populations civiles que suppose qui vont avec cette guerre de haute intensité. Question toujours dans la haute intensité. Pensez-vous qu'elle sera, la haute intensité, sera la même si la Russie gagne ou si l'Ukraine gagne? Est-ce qu'on doit s'adapter? Est-ce que les scénarios seront différents? En clair, si l'Ukraine gagne, c'est ce que je comprends dans la question, hein, le risque de conflit de haute intensité s'éloigne. Je crois que la question est... en fait, il y a deux manières de répondre. Au-delà de l'aspect... C'est vrai que le paysage stratégique, il est très différent suivant qu'il y ait une victoire, entre guillemets, de l'un et de l'autre. S'il y a une paix à l'avantage de la Russie, évidemment, Vladimir Poutine ne s'en tiendra pas là. Donc, la probabilité qu'il poursuive sera extrêmement forte vers l'Ukraine, peut-être les Baltes ou la Moldavie. À l'inverse, si l'Ukraine sort victorieuse, ça veut dire que l'armée, le potentiel conventionnel russe, ce que font très intelligemment les Américains aujourd'hui, c'est-à-dire aura été laminé avec un coût politique et militaire pour les Européens et les États-Unis finalement très faible. Et donc, la menace russe sera moins intense. Mais ce que je crois, en réalité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire, parce qu'il n'y aura pas de victoire ni de paix. Il y a beaucoup de chances que ça se termine un peu comme la Corée, avec un cessez-le-feu sur une ligne, et derrière, en réalité, un cessez-le-feu et une conflictualité latente. Et donc, et la menace russe, j'allais dire, la Russie est allée tellement loin dans les
on voit, si vous voulez, une paix durable, ça supposerait un vrai traité de paix, ce qui veut dire une vraie entente, ce qui paraît difficilement possible avec le régime actuel de la Russie, et qui supposerait aussi une forme de réparation que la Russie contribue à la reconstruction de l'Ukraine, et sans doute le fait que les crimes de guerre soient jugés. Et donc, si vous voulez, ça me paraît extrêmement improbable. Donc, vraisemblablement, il y aura un cessez-le-feu, mais il y aura ni victoire, ni paix. Et donc, la menace russe, la Russie se sera mise en dehors des nations civilisées pour plusieurs décennies, avec par ailleurs un pays qui sera extrêmement affaibli matériellement, économiquement, mais aussi moralement, avant qu'il y ait de nouveau une société russe à peu près pas basculer dans l'anomie complète et qui revienne à nous. Ça prendra beaucoup de temps avant qu'on puisse réintégrer la Russie un peu dans la communauté des nations. Ça aussi, ça sera très long. Donc voilà pourquoi je pense que en tout cas la menace russe, elle durera de ce fait. Julien, vous avez mentionné que les LPM étaient assez souvent non exécutés, pas la dernière, mais toutes les précédentes, effectivement. Comment vous expliquez cette non-inexécution? Alors, les LPM, donc, effectivement, ils sont globalement bien exécutés jusqu'au début des années 80. Après, il y a effectivement, à partir de 1984 jusqu'à 2014, 2015, en fait, c'est vraiment le point d'inflexion donc sur la LPM qui a couru et puis celle qui est en fin de vie actuellement. Les deux dernières étant bien exécutées. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs raisons objectives à ça. La première, c'est une sous-budgétisation en termes de crédits, c'est-à-dire qu'on n'a pas alloué les crédits budgétaires qui étaient prévus. On a fait des formes on avait des espoirs sur des ventes de fréquences dont le produit reviendrait au secteur de la défense. On a fait aussi des hypothèses en termes de contrats d'exportation qui n'ont pas eu lieu. Et donc, quand ça n'a pas eu lieu, le ministère a assumé le coût des matériels qui n'ont pas été exportés. Et en fait, il y a eu aussi l'idée qu'on pouvait amortir, surtout dans les années 90 et au début, jusqu'aux années et après, on va dire jusqu'en 2012-2013, il y avait l'idée qu'on pouvait amortir les chocs de la conjoncture sur le budget d'équipement. Donc, on a structurellement, même en loi de finances initiale, donné un montant de crédit qui était inférieur à ce qui était prévu dans la programmation militaire, parce que la conjoncture économique était structurellement défavorable. Et donc, ça a été sur la période en fait 90-2000 en particulier, on a perdu quasiment 7-8 milliards d'euros de crédit sur les équipements, du simple fait que en fait, la conjoncture était dégradée. Il a fallu faire les efforts nécessaires pour rentrer dans la zone euro, et donc structurellement diminuer la valeur du déficit de la dette publique. Et ça a été extrêmement douloureux dans un contexte où en fait on a considéré que le fameux dividende de la paix, c'était pas très grave de supprimer le budget d'équipement, puisque de toute façon la situation internationale était plus favorable, d'aller vers plus de paix en fait. Vous avez parlé de l'Europe, de l'évolution en Europe. Quelle montée en intensité peut-on envisager grâce au financement européen? L'autonomie stratégique française et européenne, d'après vous, peut-elle être financée à hauteur des besoins futurs? Et ça fait référence à une autre question que j'ai eue, j'en profite parce que les questions pleuvent ces temps-ci. Comment éviter que les États européens se reposent trop sur la protection des États-Unis au travers d'achats d'armement américains, on l'a vu en Allemagne notamment, pour assurer enfin une vraie cohérence capacitaire d'un pilier européen? Il faut être clair, aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomie stratégique de l'Europe. Si les États-Unis n'avaient pas décidé d'aider l'Ukraine, l'Europe aurait été incapable de le faire. Et l'autre chose certaine, c'est que si on veut acheter des équipements à très court terme, l'industrie européenne de défense, elle est un peu dans l'état de l'industrie française, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement incapable de répondre à la demande sur la plupart des matériels. Donc, si on veut réarmer vite,
le seul choix, c'est de se tourner généralement vers des équipements américains. Et puis, il y a le fait qu'il y a des domaines, c'est d'ailleurs extrêmement triste, mais par exemple, sur les drones, la France avait toutes les compétences, etc. Mais l'Europe a complètement saccagé les drones. Le programme franco-allemand est un programme absurde et donc on continue. Et grosso modo, on se retrouve dans la position où aujourd'hui, Israël fait des drones, la Turquie fait des drones, les États-Unis font des drones, mais l'Europe est incapable de produire un programme crédible. Et donc, si on veut des drones, il faut les acheter aujourd'hui à l'étranger, ce qui est tout à fait évident. Donc, il faut quand même déjà partir de la réalité. La réalité, c'est que pas d'autonomie stratégique européenne et une industrie qui aujourd'hui avait été, qui a été taillée au minimum pour ce temps de dividendes de la paix. Et donc, pour les industriels, étaient dans une logique de point mort pour éviter de perdre de l'argent et en gagner un peu quand les commandes s'amélioraient, mais pas du tout dans une logique de réarmement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là encore, de toute manière, la sécurité du continent européen dans la situation actuelle, évidemment, elle va continuer à dépendre beaucoup des États-Unis, qui sont de retour, mais avec, j'allais dire, deux grandes limites. Premièrement, la désintégration de la vie politique américaine, la polarisation, les situations de quasi-guerre civile à l'intérieur des États-Unis, et ça va durer, alors même que leur facteur de puissance se renforce, à la suite de la guerre d'Ukraine. Puis la deuxième limite, c'est que pour les États-Unis, évidemment, l'enjeu stratégique véritable, c'est la Chine et pas la Russie. Mais, j'insiste, pour l'instant, ils traitent le problème russe avec beaucoup d'intelligence parce qu'ils sont en train de laminer le potentiel conventionnel russe avec un degré de contrôle vraiment précis de l'escalade. Donc, un degré à des coûts finalement qui sont des coûts très peu élevés. Il n'y a pas d'engagement direct, il n'y a pas de perte humaine. L'engagement financier à la hauteur des États-Unis par rapport aux résultats obtenus, c'est plutôt quelque chose d'assez remarquable. Alors, que doivent faire les Européens? D'abord, compte tenu de cette la fragilité intérieure des États-Unis et puis le fait que leur vraie priorité stratégique est ailleurs, il faut quand même en tenir compte et donc construire progressivement une capacité européenne. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses on sait que, par exemple, les États-Unis, pour eux, la guerre contre le terrorisme, on sait que les États-Unis ont une grande capacité à passer d'un problème à l'autre et pour l'instant, la guerre contre le terrorisme n'est plus un problème pour les États-Unis, à tort ou à raison. Ils ne s'en occupent. Or, pour le niveau européen, ça reste un problème majeur. Donc, si on ne s'en occupe pas, personne ne s'en occupera pour nous. Même chose, ce n'est pas l'OTAN qui va aller contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, si on veut le faire, c'est à nous de prendre en charge. L'OTAN ne va pas non plus sécuriser l'ensemble de nos infrastructures essentielles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels il faut que, de toute manière, même avec une OTAN qui est donc un peu ressuscitée, le paradoxe de Vladimir Poutine, c'est que le seul résultat, c'est qu'il a réarmé l'Allemagne et le Japon, il a réveillé les Européens, il a ressuscité l'OTAN et il a ramené les États-Unis en Europe. Donc, c'est quand même un bilan stratégique du point de vue de la Russie qui est assez… et il a créé une vraie nation ukrainienne qui, pour le siècle qui vient, fera le choix de l'Occident, de la démocratie et de la détestation viscérale de la Russie. Donc, il a cassé le monde slave et orthodoxe. Donc, c'est un… Il restera dans l'histoire. C'est un désastre, un désastre inouï. Mais donc, pour nous, Européens, voilà les raisons pour lesquelles il faut faire les choses effectivement progressivement. Il faudrait éviter, alors effectivement, le grand problème, c'est l'évolution allemande, qui pour le coup réarme, mais avec un objectif qui n'est pas du tout celui-là, qui est l'objectif de redevenir le premier partenaire conventionnel des États-Unis sur le continent et la grande plateforme logistique de l'OTAN d'ici à la fin de la décennie. Bon, donc, mais
comme toujours, ensuite, il va falloir regarder un peu. C'est vrai que les annonces unilatérales de dôme de fer sur l'Allemagne et l'Europe orientale, moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas plus heureux. Mais de toute manière, avant de le réaliser, il faudrait beaucoup de temps. Donc, ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge aussi pour essayer de ranimer ces grands programmes, hein, l'avion ou le char du futur, qui sont quand même mal engagés, en retard chronique, avec encore des dissensions qui perdurent. Mais en tout cas, voilà les vraies raisons pour les Européens, qui sont des vraies raisons de construire ce pilier au sein d'un système, j'insiste, on est quand même, et c'est sous-estimé, on est entré dans une ère de grande confrontation entre les démocraties et les empires autoritaires. Et donc, il faut par ailleurs réfléchir à un nouveau mode d'organisation entre les grands pôles démocratiques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et puis les démocraties asiatiques. Il ne s'agit pas de faire une énorme alliance stratégique. Mais en revanche, il est certain que ces différents pôles démocratiques doivent s'organiser, évidemment être reliés par des systèmes d'alliance, mais être aussi beaucoup plus autonomes. Julien, vous voulez rajouter quelque chose? Juste très rapidement, en fait, il y a des travaux en sciences politiques, mais aussi en économie, sur les politiques de défense en Europe, et il y a un mot qui revient régulièrement, c'est cacophonie. Il n'y a pas de coordination entre les États européens. Il y en a qui sont durablement atlantistes, d'autres qui ont d'autres missions, d'autres visions. Pensez à la France, mais pas que. Et donc, en fait, il est difficile de voir comment l'Europe peut réussir à organiser tout ça. Souvent dit que c'était un nain politique, et donc là, on retrouve bien cet enjeu-là. Et d'un point de vue, après, plus économique, plus industriel, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un enjeu à court terme de reconstituer des stocks, et en fait, les pays se tournent vers ceux qui ont des stocks, vers les États-Unis, mais il y a aussi des pays qui, je pense ici à la Pologne, qui a fait le choix d'acquérir des matériels coréens qui étaient disponibles. Et donc, en fait, on a des modalités d'acquisition qui sont tout à fait originales, et je pense que l'enjeu principal, en particulier dans l'optique de haute intensité, c'est est-ce qu'on va avoir des commandes durables et pérennes qui vont permettre aux industriels de s'engager sur un temps long vers une remontée en puissance, ou alors ça va être un espèce de one-shot, on va reconstituer des stocks et puis on va revenir à l'étiage qui était celui d'avant. Auquel cas, la stratégie allemande qui est de se reconstituer ses stocks ou son appareil de défense à partir d'outils américains peut être justifiable puisqu'on va revenir à l'ordinaire quelque part. Donc ça, c'est une vraie question et je pense qu'on va voir les enjeux budgétaires. La LPM va donner des éléments. Les Britanniques ont déjà plus ou moins renoncé puisqu'ils avaient dit effectivement 3%. Et puis en fait, suite au mini-budget et la crise qui a suivi l'annonce de Liz Truss, mais en fait, le nouveau chancelier a dit, bon, en fait, les annonces, on va les mettre de côté en attendant de voir quel pain on va manger. Donc ça questionne en fait sur la remontée en puissance sur les futures années. Une question pour vous, Julien, sur les comparaisons internationales que vous avez faites. Oui. La France ne conçoit pas d'engagement haute intensité au-delà du seuil où ses intérêts vitaux seraient entamés. Est-ce que cet élément-là ne doit pas être pris en compte dans les comparaisons budgétaires? Alors, il y a un aspect qui est lié à la dissuasion, de toute façon, qu'on retrouve aussi chez les Britanniques, qui est une caractéristique commune. Ce qui est intéressant de voir aussi, à mon avis, dans l'optique de la France, c'est que si engagement de haute intensité il y a, la France ne sera pas seule. Elle est quand même dans un pays où il y a des alliances. Après, ce qu'on constate dans une optique plus budgétaire, la France est quand même plutôt dans une vision en gros, de concevoir des déploiements, des opérations extérieures telles qu'on les connaît, qui sont finalement pas très coûteux d'un point de vue budgétaire. Ça a des effets structurants sur l'appareil de défense, mais c'est pas très coûteux. Et en fait, sur l'enjeu d'être en dessous du seuil, je vois pas trop. Clairement, on est sur des choses qui sont plutôt bas de spectre, milieu du spectre, mais on n'est pas sur du haut du spectre. Donc, la question, à mon avis, se pose pas trop en ces termes-là. D'accord. Il y a quand même un problème qui va se poser, c'est qu'effectivement, on avait quand même une espèce de grand écart avec la dissuasion d'un côté et puis projection dans le cadre d'opérations extérieures et de conflits asymétriques. Il y a une réarticulation à faire entre la dissuasion et un appareil conventionnel qui doit être redimensionné. Ça, c'est aussi un problème de doctrine. Pour poursuivre dans ce domaine-là, c'est peut-être un jeu un peu difficile, je ne sais pas. Quelle répartition d'efforts budgétaires additionnels ou importants faudrait-il faire entre les trois domaines terre-mer? Là, on joue au chef d'état-major des armées, en tenant compte de la nature des risques
type de conflit, géographie. Et j'en profite pour poser une autre question ajouter une autre question qui rentre tout à fait dans cet axe-là. Quid de l'effort budgétaire nécessaire outre-mer, et en particulier dans le Pacifique avec la menace de la Chine. Tout ça fait beaucoup de contraintes budgétaires. Donc, comment on réarticuler les différentes priorités? Et je pense d'abord c'est vrai que le risque, c'est de retomber dans les querelles d'état-major. L'important, plutôt que de se dire, je répète, c'est de savoir ce qu'on veut faire, parce qu'au-delà de terre-mer, il y a aussi l'espace, qui est un déterminant. Oui, l'espace, maintenant, il faut dire l'espace. Oui, il y a le cyber, qui est quand même, il suffit de voir ce que font les Russes sur nos hôpitaux aujourd'hui pour se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement ministère à la mer. De toute façon, quand on regarde les choses, on a clairement des efforts à faire dans les 3 domaines. Vous l'avez rappelé, en matière de marine, on a la 2e zone économique du monde. On n'a pas du tout les moyens, et ça nous renvoie à l'outre-mer aujourd'hui. Sur les frégates, il y a un manque criant. Le nombre d'avions de combat, c'est la même chose. Et puis aujourd'hui, on avait, grosso modo, ça fait des décennies, par exemple, en matière terrestre, on avait complètement sacrifié l'artillerie en pensant qu'elle appartenait au passé, mis un peu sur les chars, et on s'aperçoit que les chars et l'artillerie, c'est sans doute quelque chose qui reste plus qu'utile. Donc, de toute façon, si on doit passer en revue et par ailleurs, tout le monde a besoin de drones qu'on n'a pas. Donc, ce qui est important, donc, c'est pas tellement de passer en revue secteur par secteur, c'est de voir comment on arrive à essayer de reconstituer un système performant. Alors, on ne va pas faire ni l'armée russe ni l'armée américaine, mais on doit essayer. En tout cas, je pense qu'il faut arrêter le système monzaï ou l'éparpillement. Il faut raisonner, puisque par ailleurs, c'est des combats multimilieux. Donc, il faut arriver à créer, en tout cas, une force qui soit capable de répondre à la haute intensité et qui soit dimensionnée pour cela. Et ça suppose de travailler sur tous les milieux. Pour l'outre-mer, c'est intéressant. La question que vous posez sur l'Indo-Pacifique est évidemment très pertinente. Donc, d'abord, la France est présente dans cette région. On a presque 2 millions de citoyens français et c'est la région qui va être la plus intéressante du XXIe siècle parce qu'elle concentre la création de richesses avec le basculement de l'économie sur l'Asie qui continue et qui est spectaculaire, et elle concentre aussi évidemment les risques. Alors, là encore, on ne va certainement pas raisonner avec l'idée de créer des forces pour participer à un éventuel conflit autour de Taïwan. En revanche, je pense qu'on peut envoyer des messages qui sont des messages très utiles, notamment vis-à-vis de la Chine, avec une présence qui est une présence militaire renforcée au moment où on voit que, par ailleurs, les Chinois cherchent à étendre à tout prix leur influence, y compris sur les micro-États du Pacifique. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, ça suppose, comme d'ailleurs, ça suppose très clairement un effort un effort en matière de marine sur le contrôle de notre zone économique exclusive, sachant que d'ailleurs les espaces marins sont un enjeu qui est un enjeu majeur aussi important que l'espace pour le XXIe siècle. Très rapidement, un petit point de comparaison. Je sais que dans une perspective historique, ça peut être intéressant de se replacer ce qu'on avait fait durant la fin de la guerre froide. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'économie de guerre, mais je pense qu'on est plutôt dans une logique d'économie de guerre froide, en fait, reconstitution des stocks dans une optique stratégique, effectivement, passer de cette logique de flux à cette logique de stock. Et si on considère que le point de comparaison, la guerre froide, c'est quelque chose qu'on connaissait et qui correspond, on peut se projeter sur cette logique-là.
Si on regarde ce qui a été en pourcentage du PIB, on était aux alentours de 2,8-3% à la fin de la guerre froide. En fait, si on regarde le budget de la mission défense aujourd'hui, on est plutôt à 1,6%, 2%, quasiment 2% avec les pensions. Si on se remet au niveau de la fin de la guerre froide, on aura un budget qui serait quasiment doublé en fait par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, entre 80 et 90 milliards d'euros en fonction de l'hypothèse qu'on prend. Et donc ça ne nous dit pas la clé de répartition entre les services, mais ça nous dit que globalement, on va pouvoir remonter sur les stocks, les matériels en disposition dans les armées, et sachant qu'on est sur un moment où on voit que on a divisé par 2 ou par 3 depuis la fin de la guerre froide le parc de tous les types de matériel. Là, a priori, ça permettra de faire des marges de manœuvre pour remonter en puissance. Si on est en mesure de monter à 3%, ce qui veut dire qu'un certain nombre de choix politiques vont être faits. C'est des choix politiques, mais qui correspondent aussi après aux ambitions et aux objectifs auxquels on veut. Sur les budgets de transfert. Question un peu surprenante quand j'ai vu, mais pourquoi pas. L'économie, je suis désolé nous avons pris quelques minutes supplémentaires vu le nombre de questions, mais j'espère que vous nous en voudrez pas. L'économie de guerre peut-elle avoir de l'influence sur les exportations? Alors, j'ai décodé peut-être la question. Je pense qu'il peut y avoir à la fois en négatif, par une reconcentration sur le client domestique, ou en positif, traditionnellement, si je veux faire positif en croissance, par la démonstration de la capacité de certains matériels sur des théâtres d'opération. On sait bien que c'est en voyant les matériels fonctionner que ça peut avoir un impact, le Rafale, par exemple. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Comme vous le savez, la France est engagée dans un mouvement de désindustrialisation majeure. On a perdu plus de 2 millions d'emplois en 20 ans. Et par ailleurs, dans la valeur ajoutée, c'est autour de 11% du PIB aujourd'hui, contre 22-23% en Allemagne et 15-16% dans la zone euro. Il reste dans les secteurs d'excellence qui ont beaucoup réduit, il reste le luxe, il reste l'aéronautique. Et l'armement en fait partie. Et ce qui est vrai, c'est que de toute manière, les commandes, on parlait tout à l'heure du César, mais les commandes de la République française étaient à la fois tellement faibles en nombre et erratiques quand il y a eu toute la période où les LPM n'étaient pas respectés, que de fait, la survie de notre industrie de défense, elle a dépendu de l'exportation. Donc, de fait, c'est un des secteurs qui exporte et avec une balance commerciale qui est fortement positive. Ça reste un secteur très particulier puisque je rappelle que de même que l'État est le seul client à l'intérieur, il n'y a pas d'exportation de ce type de matériel sans accord de l'État. Donc, c'est un commerce qui est un secteur souverain, puisqu'on n'exporte pas sans autorisation de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que il ne faut surtout pas renoncer à ces exportations. C'est d'ailleurs un des problèmes récurrents avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne soumet les exportations à des contraintes drastiques et à des autorisations, notamment du Bundestag, ce qui est absolument ingérable. Donc, il faut que les Allemands acceptent de changer leurs règles de contrôle des exportations pour qu'on puisse redévelopper des programmes vraiment communs. Mais évidemment, donc, il faut, comme on a dit, si on veut augmenter le format, le volume, il faut que l'industrie puisse monter en gamme. Elle doit monter en gamme pour répondre faut le souhaiter à des commandes qui soient plus stables et plus importantes de l'État en France. Et évidemment, il faut aussi travailler sur l'exportation, sur lesquelles on a quand même eu il y a les revers avec AUKUS et les sous-marins, il y a des grands succès avec le Rafale, ce qui montre que la persévérance paie également. Dernière question, comment dire, sans vouloir remettre en cause la parole du président de la République qui a confirmé dans son discours de Toulon la volonté de maintenir un modèle d'armée complet. Pensez-vous que, compte tenu de l'ensemble des contraintes budgétaires, de la nécessité
de se renforcer ou de se préparer mieux à des conflits de haute intensité, peut-on garder effectivement le modèle d'armée complet? De toute façon, on va avoir une réponse assez claire avec la LPM, c'est-à-dire que… Mais on attend les moyens. Non, mais voilà, il faut être tout à fait clair, c'est-à-dire que le modèle d'armée complet dans le contexte stratégique qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte, ça a été dit, hein, ça renvoie aux… C'est quelque chose qui coûte entre 2,8 et 3% du PIB. Donc, ensuite, si on veut le faire, voilà ce que ça coûte. Donc, si la LPM s'écarte beaucoup de ces données, on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un discours sur le modèle complet d'armée. C'est quelque chose qu'on tient de plus en plus, de manière de plus en plus compliquée, mais qui, par ailleurs, ne marche pas, ou en tout cas qui n'est pas apte à répondre aux défis stratégiques du moment. Donc, l'heure de vérité, elle approche aujourd'hui et on aura une réponse assez claire autour de la LPM. On est dans un moment stratégique où on ne peut plus continuer à ruser, c'est-à-dire que tenir le discours de la puissance sans les moyens de la puissance, ça a des limites. Tant que tout va bien et qu'on est dans une période calme, ça peut passer. Quand on rentre dans une période où les crises et les chocs se multiplient, évidemment, à ce moment-là, on est confronté au réel. Donc, l'heure de vérité approche. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est finalement cette revue stratégique, elle est à la fois faible sur le fond et très franchement, j'ai rarement vu un document aussi indigent dans la forme. On aurait dû faire un livre blanc. Je pense que c'était vraiment ce qui n'empêchait pas de faire des mesures d'urgence et prendre le temps vraiment de la réflexion. On ne l'a pas fait. C'est l'autre, si vous voulez, c'est ce qui rend un peu, ce qui peut susciter l'inquiétude pour la suite, c'est qu'il aurait par ailleurs fallu vraiment, je pense, on a fait des livres blancs à des moments où ça ne s'imposait pas. Là, je crois qu'avec cette bascule, il fallait vraiment prendre le temps de la réflexion. Alors, on ne l'a pas fait. Maintenant, on va avoir l'heure de vérité avec la LPM. Julien, un petit point aussi plus économique, on va dire, plus industriel même. Quand on regarde l'évolution du prix des matériels, on est aussi sur une logique où d'une génération à l'autre, ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc les matériels qu'on va développer, le successeur du Leclerc, le successeur du Rafale, etc., si ça suit les mêmes tendances que par le passé, il n'y a pas de raison que ça soit très différent, on est sur quelque chose qui coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc, il va falloir que l'enveloppe budgétaire va devoir prendre en compte le fait que le coût de développement, production de nouveaux matériels va être très élevé. Et on est aussi dans une logique où on va sanctuariser, ou historiquement, on a sanctuarisé les crédits de la dissuasion, puisqu'on considère que c'est le pilier fondamental de la politique de défense. Et donc, en fait, la question qui va se poser, c'est effectivement, avec ces 2,8, 3% du PIB, est-ce que tout va rentrer dans cette enveloppe budgétaire? Je ne suis pas du tout un spécialiste de programmation, je ne répondrai pas à cette question. Je pense que on doit s'arracher les cheveux en ce moment à Bercy, au ministère des Armées, etc., pour savoir comment faire rentrer tout ça. Mais il n'empêche que quelle est la place du conventionnel qui va rester là-dedans? Historiquement, quand on a mis en place la force de frappe dans les années 50-60, la ponction de ressources par rapport aux équipements conventionnels était terrible. Donc, est-ce qu'on ne va pas retomber sur quelque chose de similaire avec des choix qui sont des choix qui vont être probablement douloureux si jamais à terme, ils vont être douloureux, puisque en tendance, les coûts ne font qu'augmenter, et si le budget ne suit pas, forcément, il y aura des choix à faire. Si vous permettez de répondre là-dessus, je pense que la tendance à l'augmentation des prix des matériels était notamment liée au fait qu'il y avait une volonté de guerre, enfin d'éviter la guerre ou de guerre zéro mort, et il fallait une supériorité massive opérationnelle face aux adversaires potentiels. Et pour lesquels on avait des besoins en quantité faible. Oui. À partir du moment où on a besoin de masse, de profondeur, comme disent je pense qu'on on sera conduit, et l'industrie évidemment aussi, mais l'État, dans ses spécifications, a des besoins, des spécifications plus raisonnables, permettent des coûts plus supportables. Bon, écoutez, merci beaucoup. On a été plus long que prévu, mais c'est un sujet tout à fait passionnant. Le nombre et la qualité des questions que vous avez posées le montrent. Comme d'habitude, nous allons vous adresser un petit questionnaire de satisfaction très rapidement. Merci de nous compléter. Nous tenons absolument à garder cet exercice ouvert pour toujours améliorer ces éléments.
et nous vous diffuserons très prochainement une synthèse de ces débats, notamment bien sûr pour vous, mais également pour l'ensemble de nos adhérents, si j'ose dire, même s'il n'y a pas vraiment de cotisation, de nos adhérents qui auront donc le bénéfice de la subscientifique moelle de ce débat, de ce webinaire. Merci beaucoup, à très très bientôt, j'espère. Le prochain webinaire sera prévu sur le mythe, entre guillemets, c'est une question du bénéfice de la coopération sur l'exemple franco-britannique. À bientôt, au revoir. Merci et bonne année.